Bienvenue sur Je reviens un dimanche matin, parce que c'est là que cette histoire commence vraiment. Le vice-président des États-Unis venait de passer 21 heures dans un hôtel à Islamabad à négocier avec l'Iran. 21 heures. Presque une journée entière de pourparlers directs entre les États-Unis et l'Iran, l'engagement diplomatique le plus sérieux entre Washington et Téhéran depuis 1979. Et cela n'a rien donné. Pas un accord partiel, pas un cadre, même pas une déclaration commune. Rien. Parce que, dans l'univers Trump, une négociation ratée n'est jamais une négociation ratée. C'est simplement une future victoire qui attend une conférence de presse plus bruyante. Dans les heures qui ont suivi cet échec, Donald Trump est apparu à Fox News et a annoncé que la marine des États-Unis imposerait un blocus au détroit d'Ormuz, le même détroit qu'il avait passé 6 semaines à exiger que l'Iran rouvre. Sa solution au fait que l'Iran ne rouvre pas le détroit, c'était de le fermer encore davantage lui-même. Ce n'était pas une stratégie. C'était un homme qui s'enfermait dans sa propre pièce et jetait la clé. L'idée était simple. Si la réalité ne coopère pas, il suffit de bloquer les mots jusqu'à ce qu'ils aient l'air décisifs. Mais c'est là que tout change. Les pourparlers d'Islamabad n'ont pas échoué, parce que l'Iran s'est retiré. Ils ont échoué parce que l'équipe américaine de négociation est entrée dans cette salle avec des exigences qui n'ont jamais été conçues pour produire la paix. Elles ont été conçues pour produire l'échec. Et une fois que cette preuve devient visible, il est impossible de ne plus la voir. Le vice-président Vance s'est assis en face du président du Parlement iranien pendant 21 heures. Et pendant la majeure partie de ces heures, il a poussé une seule exigence au-dessus de toutes les autres, l'élimination complète et totale du programme iranien d'enrichissement de l'uranium, chaque centrifugeuse, chaque gramme de matière enrichie remis aux États-Unis. C'est énorme. L'Iran enrichit de l'uranium légalement en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires depuis des décennies. L'accord nucléaire de 2015 et le Joint Comprehensive Plan of Action, le JCPOA, plafonnaient l'enrichissement à 5%. Les inspecteurs internationaux ont confirmé que l'Iran respectait l'accord fonctionnait. Puis Trump a déchiré cet accord pendant son premier mandat. Et maintenant, il renvoie son vice-président exiger quelque chose d'encore plus extrême que l'accord qu'il a lui-même détruit. C'est la doctrine Trump habituelle, brûler le contrat, puis revenir en exigeant des applaudissements pour avoir offert les cendres. Selon CBS News, les lignes rouges des États-Unis avant Islamabad incluaient non seulement la fin de l'enrichissement de l'uranium, mais aussi le démantèlement des principales installations d'enrichissement, la récupération de tout l'uranium hautement enrichi et la réouverture complète du détroit d'Ormuz sans aucun droit de passage. La vraie question, c'est de savoir à qui appartiennent réellement ces exigences, parce que la réouverture du détroit d'Ormuz relève de l'intérêt économique des États-Unis. Faire baisser les prix du pétrole avant les élections de mi-mandat relève de l'intérêt politique des États-Unis. Arrêter l'hémorragie relève de l'intérêt stratégique des États-Unis. Mais éliminer entièrement le programme d'enrichissement iranien, démanteler chaque installation, saisir chaque gramme, voilà une obsession d'Israël, pas des États-Unis. Depuis plus d'une décennie, des dirigeants israéliens ont déclaré publiquement, noir sur blanc, qu'ils préféraient un Iran pauvre, isolé, sanctionné, qu'ils peuvent bombarder, à un Iran riche, stable, qu'ils ne peuvent pas contrôler. Des généraux israéliens l'ont dit ouvertement avant l'accord de 2015. Ils préféraient la pression maximale à un accord fonctionnel. Et c'est exactement cette politique qui est entrée à l'hôtel Serena, à Islamabad, en portant un costume américain, un passeport américain et en représentant des intérêts israéliens. Et pendant que Vance était dans cet hôtel à essayer de négocier, le premier ministre israélien Netanyahou est passé à la caméra et a dit, et je cite directement, « The campaign against Iran is not over yet ». Le vice-président américain était dans un hôtel à essayer de mettre fin à une guerre. L'allié le plus proche des États-Unis était à la télévision en train de dire que la guerre devait continuer. Washington négociait d'une main, pendant que l'autre rafraîchissait les chaînes d'infos en continu pour savoir si elle avait la permission d'aggraver encore les choses. Et ce n'est pas tout. Pendant que les pourparlers avaient lieu, Israël continuait de bombarder le Liban. Des centaines de morts, des immeubles d'habitation détruits, des civils ensevelis sous les décombres. Et l'Iran avait soumis une condition écrite avant même le début des pourparlers, un cessez-le-feu dans toute la région, y compris au Liban, avant qu'un accord puisse être conclu. Pour le dire le plus simplement possible, l'Iran a dit « Arrêtez de bombarder le Liban, sinon il n'y aura pas d'accord. Israël
a continué de bombarder le Liban. Les pourparlers se sont effondrés. Trump a blâmé l'Iran. Les pourparlers n'ont pas été perdus, ils ont été sabotés. Et le sabotage n'est pas venu de Téhéran, il est venu de Tel Aviv. Et, comme prévu, la machine à blâmer des médias pro-Trump s'est mise en marche avant même que la fumée se soit dissipée. Il faut maintenant examiner le blocus lui-même. Parce qu'avant même d'avoir commencé, il y avait déjà une contradiction fondamentale au sein même du gouvernement Trump sur ce que ce blocus signifiait réellement. Trump est allé à Fox News et l'a décrit dans ses propres mots comme total, absolu, complet, sans compromis. Son propre commandement militaire a immédiatement dit tout autre chose. Le CENTCOM a précisé que le blocus viserait seulement les navires entrant dans les ports iraniens et en sortant. Les navires en transit vers l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis pourraient passer librement. La contradiction sautait aux yeux. Un blocus total ou une opération chirurgicale visant seulement les ports iraniens. Le président disait une chose, son armée en disait une autre. Et maintenant, 2 jours après le début de l'application, la réalité en mer était encore plus confuse que la rhétorique. Encore un chef-d'œuvre de la méthode Trump. Annoncer d'abord la bande-annonce du film, puis laisser le service des politiques improviser le scénario. Selon le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, le blocus a été pleinement mis en œuvre en 36 heures, les forces américaines affirmant avoir complètement stoppé le commerce économique entrant et sortant de l'Iran par voie maritime. Mais BBC Verify a identifié 4 navires liés à l'Iran et 3 navires sanctionnés qui sont sortis du détroit après le début de l'application. Les données de suivi des navires de l'entreprise de renseignement maritime Windward et de Kpler ont confirmé qu'au moins 7 navires liés à l'Iran ont traversé le détroit dans les 24 premières heures. Le plus révélateur d'entre eux était un pétrolier appartenant à des intérêts chinois appelé le Rich Starry. Il battait pavillon du Malawi, un choix curieux pour un pays sans littoral, tandis que son transpondeur de suivi AIS falsifiait sa position depuis 11 jours. Il transportait environ 250 000 barils de méthanol, officiellement chargé dans un port des Émirats arabes unis, mais provenant presque certainement d'Iran. Il a d'abord fait demi-tour, puis, aux premières heures de mardi, il a testé de nouveau le blocus et s'est glissé à travers. Un seul navire, une seule histoire, plus révélatrice que n'importe quel point de presse du Pentagone. Ce n'était pas un blocus, c'était une mise en scène. Ce blocus avait les valeurs de production d'une publicité de campagne et la solidité d'une publicité de campagne. Je vois 5 raisons structurelles pour lesquelles ce blocus est déjà en train d'échouer. Ce ne sont pas des opinions politiques. Ce sont des réalités structurelles, du genre qui se moquent complètement de ce qu'un président publie sur les réseaux sociaux. Première raison, ce blocus fait plus de mal aux États-Unis qu'à l'Iran. L'Iran vit sous sanctions américaines depuis 47 ans. 47 ans, plus longtemps que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne sont en vie. Les sanctions n'ont pas brisé l'Iran. 6 semaines de la campagne militaire américano-israélienne, la plus intense depuis la Deuxième Guerre du Golfe, n'ont pas brisé l'Iran. Un blocus naval ne brisera pas l'Iran non plus. Regardons maintenant le côté américain. Le prix du Brent, la référence internationale, a bondi de 7%, pour se maintenir autour de 102 $, le baril au moment même où le blocus a été annoncé, selon CNBC. Avant le début de cette guerre, il se situait près de 70 $ le baril. Mardi, le Fonds monétaire international a abaissé sa prévision de croissance mondiale à 1% pour 2026, contre 3% dans sa projection de janvier, tout en avertissant que le monde glissait vers ce qu'il a appelé un scénario défavorable dans lequel les prix du pétrole pourraient rester autour de 100 $ le baril pendant une période prolongée. L'Agence internationale de l'énergie, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont publié une déclaration commune avertissant que, même si le détroit d'Ormuz rouvrait demain, les prix du carburant et des engrais pourraient rester élevés pendant une longue période en raison des dommages causés aux infrastructures. La confiance des consommateurs américains est déjà tombée à son niveau le plus bas jamais enregistré dans toute l'histoire du sondage de l'Université du Michigan, ni depuis 2008, ni depuis la Covid. Le plus bas de toute l'histoire. Et c'était avant même le début du blocus. Le président du Parlement iranien a répondu à l'annonce du blocus en publiant sur les réseaux sociaux une photo des prix à la pompe près de la Maison-Blanche, accompagnée d'une seule phrase. « Enjoy the current prices. You will soon miss $4 gasoline. » Il avait compris quelque chose que Washington n'avait pas réussi à calculer. Dans un jeu d'endurance économique,
le joueur qui s'entraîne depuis 47 ans bat celui qui ne s'est jamais entraîné. La guerre économique version Trump finit toujours par demander aux familles américaines de payer plus cher pour avoir le privilège de se faire dire que c'est ça, la force. Deuxième raison, les États-Unis sont complètement seuls. Trump a affirmé que le Royaume-Uni enverrait des dragueurs de mines pour soutenir le blocus. Londres a dit non. Le Premier ministre australien a déclaré que son pays n'avait même pas été consulté, qualifiant cela de décision unilatérale américaine. L'OTAN ne l'a pas appuyé. L'Union européenne ne l'a pas appuyé. Le ministre espagnol de la Défense a qualifié le blocus d'insensé dans une entrevue accordée à la télévision publique espagnole RTVE. Pas un seul État du Golfe n'a engagé de navires ou de soutien. Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron a annoncé un sommet international distinct afin de bâtir ce qu'il a appelé une mission multinationale pacifique visant à rétablir la liberté de navigation dans le détroit. Plus de 40 pays travaillent maintenant à une voie diplomatique complètement séparée en contournant les États-Unis et non avec eux. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'isolement. La carte des alliances commence maintenant à ressembler à une conférence de presse typique de Trump. Un micro au centre, puis un cercle de plus en plus large de gens qui reculent discrètement. Troisième raison, la Chine a déjà vu clair dans le jeu. C'est ce développement qui change toute l'équation stratégique et il s'est produit pendant que la plupart des gens lisaient encore des manchettes sur Islamabad. Le ministre chinois de la Défense a fait une déclaration publique dimanche. Des navires commerciaux et militaires chinois transitent par le détroit d'Ormuz. La Chine respectera ses accords énergétiques avec l'Iran. Et il a lancé un avertissement, dans des termes prudents mais sans ambiguïté, contre toute puissance extérieure qui interférerait dans les affaires bilatérales de la Chine. Traduit du langage diplomatique en langage clair, la Chine a dit aux États-Unis « Nos navires vont passer, essayez donc de les arrêter. » Et ils ne passent pas seulement comme geste symbolique. Les registres douaniers chinois montrent officiellement zéro importation en provenance d'Iran depuis 2022. Pourtant, les importations chinoises de brut en provenance de Malaisie ont atteint 3 millions de barils par jour en 2025, selon une analyse publiée par le Jerusalem Post, soit plus du double de la production pétrolière totale de la Malaisie. La flotte fantôme qui transporte le pétrole iranien a été conçue exactement pour ce genre de jeu. Faux pavillons, transpondeurs falsifiés, transfert de navire à navire au large de la Malaisie. La Chine achète entre 80 et 91% de l'ensemble des exportations pétrolières iraniennes. Ce n'est pas une simple relation commerciale, c'est une ligne de survie. Et Pékin détient une réserve stratégique de 3 milliards de barils, assez pour 120 jours d'approvisionnement, ce qui veut dire qu'elle peut absorber une perturbation à court terme tout en regardant Washington transpirer. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré publiquement à Pékin lundi que le blocage du détroit d'Ormuz n'était pas dans l'intérêt commun de la communauté internationale. Il a qualifié le blocus américain d'acte dangereux et irresponsable, qui ne ferait qu'envenimer encore les tensions. Et puis il y a l'angle des armes. Le renseignement américain a confirmé que la Chine se préparait à livrer de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Iran, des missiles antiaériens à l'épaule, la même catégorie d'armes qui a abattu un chasseur américain F-15 au-dessus de l'Iran pendant ce conflit. Trump l'a confirmé lui-même lors d'une conférence de presse. Puis, dans un revirement remarquable, il a publié sur les réseaux sociaux que le président Xi avait accepté de ne pas envoyer d'armes à l'Iran et que Xi lui donnerait un gros câlin lorsqu'il se rendrait à Pékin le mois prochain. Le président des États-Unis venait d'annoncer que la solution au fait que la Chine arme l'adversaire de l'Amérique serait un futur câlin sur les réseaux sociaux pendant que des pilotes américains se faisaient abattre. Ce n'était pas de la diplomatie. C'était un homme qui décrivait publiquement les termes de sa propre capitulation et qui appelait cela une victoire. Seulement, dans la politique version Trump, un revers géopolitique peut être remballé comme une mise à jour sur la chimie personnelle et vendu comme une grande stratégie. Mais voici la conséquence plus profonde que personne à Washington ne semble vouloir anticiper. Si les États-Unis établissent le précédent juridique selon lequel une puissance navale peut imposer un blocus à un détroit international, la Chine utilisera exactement ce précédent pour bloquer Taïwan. L'Amérique serait en train de remettre à Pékin le cadre stratégique et juridique qui lui permettrait de réaliser la seule chose qu'elle essaie d'empêcher depuis 70 ans. Quatrième raison, l'Iran dispose d'options d'escalade que les États-Unis ne peuvent pas égaler. Le principal conseiller militaire iranien a déclaré publiquement que la nation disposait, je cite l'idée,
d'un vaste levier encore inexploité pour contrer le blocus. Cette formule n'est pas vide. Mardi, les forces armées iraniennes ont averti qu'elles pourraient bloquer tout le trafic maritime dans le golfe Persique, la mer d'Oman et la mer Rouge si les États-Unis poursuivaient l'application du blocus, selon l'agence semi-officielle iranienne MER. Structurellement, cela signifie que les alliés de l'Iran, les Houthis au Yémen, contrôlent le détroit de Bab el-Mandeb, l'entrée sud de la mer Rouge, une voie maritime qui transporte de 12 à 15% de tout le commerce mondial. Si Trump pousse plus loin le blocus, l'Iran décroche le téléphone. Les Houthis ferment la mer Rouge. 2 des points d'étranglement maritime les plus critiques du monde se retrouvent alors fermés en même temps. Le pétrole ne devient pas simplement cher. Il disparaît complètement du marché. Les expéditions d'engrais s'arrêtent. Les prix alimentaires explosent sur tous les continents. Le monde n'entre pas en récession. Il entre en dépression. Nous voyons déjà les premiers tremblements de cette crise. La ville de Baltimore a annoncé cette semaine que les perturbations de sa chaîne d'approvisionnement en fluorure causées par la guerre avec l'Iran, l'obligeant à réduire les niveaux de minéraux dans son approvisionnement en eau, en invoquant des perturbations d'approvisionnement liées au conflit et des dommages aux infrastructures d'un fournisseur israélien. Lorsqu'une guerre dans le golfe Persique commence à affecter l'eau du robinet à Baltimore, au Maryland, les conséquences en aval ne sont plus théoriques. Les États-Unis jouent aux échecs sur un seul échiquier. L'Iran joue sur 2. Et l'Iran contrôle une pièce sur le second échiquier que les États-Unis ne peuvent pas atteindre. 5e raison, le véritable gagnant de ce blocus, c'est la Russie. Le pétrole russe ne transite pas par le détroit d'Ormuz. Chaque baril piégé dans le golfe Persique est un baril que le monde doit remplacer, et ce remplacement vient de Moscou. Avant le début de ce conflit, les revenus pétroliers de la Russie étaient en forte baisse. Le Kremlin se préparait à des compressions budgétaires internes, puis la guerre a commencé. Les recettes fiscales pétrolières de la Russie ont doublé pour atteindre 9 milliards de dollars en un seul mois. Voici le détail qui devrait pousser chaque citoyen américain à exiger des réponses. Trump a levé les sanctions sur le pétrole russe pendant ce conflit pour essayer de maintenir les prix mondiaux à un niveau gérable. Et maintenant, il bloque Hormuz, ce qui fait remonter les prix mondiaux. L'effet combiné, c'est que la Russie vend plus de pétrole à des prix plus élevés avec la permission américaine. Le pays dont le renseignement satellitaire a aidé l'Iran à localiser et à engager des avions militaires américains est récompensé financièrement par le président, qui affirme être en train de gagner cette guerre. Si cela était présenté comme un scénario de fiction, ce serait rejeté pour manque de crédibilité. La version Trump de la fermeté trouve toujours de nouvelles façons de subventionner exactement les résultats qu'elle prétend combattre. La question de savoir pourquoi ce blocus existe réellement vient ensuite. Parce que les échecs structurels que je viens d'exposer ne sont pas la raison pour laquelle il a été ordonné. La vraie raison, c'est la psychologie. Trump a envoyé son vice-président négocier. Les exigences israéliennes ont tué les pourparlers. L'Iran a dit non. Et un homme qui a bâti toute son identité politique sur la victoire, sur la domination, sur la conviction absolue qu'aucun adversaire ne peut survivre à sa pression, venait d'encaisser une humiliation diplomatique très publique. Sur Fox News Sunday, Trump a déclaré « I could take out Iran in one day. In 1 hour, I could have their entire energy infrastructure gone. » Il a ensuite ajouté que la seule chose qui resterait après cela serait leur approvisionnement en eau et que ce serait, selon ses mots, très dévastateur à frapper. Le président des États-Unis décrivait en direct à la télévision nationale la destruction d'un approvisionnement en eau civile. Dans la logique médiatique de Trump, plus une phrase est dangereuse, plus elle est présentée comme une preuve de sérieux. Le même jour, il a publié sur les réseaux sociaux des images générées par intelligence artificielle, le représentant comme Jésus-Christ, pendant que son propre pape, né aux États-Unis, le pape Léon XIII, qualifiait cette guerre d'immorale, pendant que 3 cardinaux américains le condamnaient publiquement à l'émission 60 minutes. Et mercredi, interrogé sur les déclarations du pape, Trump a dit aux journalistes qu'il ne présenterait pas d'excuses parce que le pape disait des choses fausses et se montrait très faible face au crime. Ce n'était pas un commandant qui exécutait un plan. C'était un homme qui avait perdu le contrôle d'une situation et qui cherchait désespérément la formule qui paraîtrait assez forte pour le cacher. La formule de gouvernement devenait de plus en plus évidente. Moins de résultats, plus de théâtre, moins de réponses, plus de changements de costume. Le blocus n'est pas une escalade calculée. C'est une réaction émotionnelle à un échec diplomatique.
Et, dans l'histoire des grandes puissances, les réactions émotionnelles au milieu des guerres sont précisément la manière dont les empires commettent des erreurs qu'ils passent ensuite des générations à tenter d'effacer. Il y a maintenant 2 chemins, sans terrain intermédiaire. Premier chemin. Le blocus devient la porte de sortie qu'il a toujours secrètement été censé être. Il existe des signaux, subtils mais réels, que Washington cherche déjà une sortie qui lui permette de sauver la face. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Levy, a déclaré mercredi que la Maison-Blanche se sentait confiante quant aux perspectives d'un accord. Un ancien conseiller pakistanais à la sécurité nationale a déclaré à CBS News que, selon son évaluation, les pourparlers n'avaient pas été mauvais. Il y avait une certaine chimie dans la volonté des 2 parties d'aller de l'avant. Selon NBC News, de nouvelles discussions en personne entre les États-Unis et l'Iran pourraient reprendre dès cette semaine, le Pakistan agissant encore une fois comme médiateur. Voici à quoi ressemble ce chemin. Les pourparlers reprennent à Islamabad. Le cessez-le-feu, qui expire dans quelques jours, obtient une prolongation discrète. L'Iran fait un geste symbolique sur les niveaux d'enrichissement, non pas une élimination, mais un plafond. Trump déclare victoire. Le blocus est suspendu dans l'attente du respect des conditions. Les prix de l'essence se stabilisent. Les membres républicains du Congrès, qui font face aux élections de mi-mandat, poussent un soupir de soulagement. Et le monde note discrètement que le blocus n'a rien accompli, sinon pousser le prix du pétrole à $100 le baril et accélérer le développement par la Chine d'une architecture financière alternative libellée en yuan. C'est souvent ainsi que le scénario se termine. Déclarer une résolution totale, accepter une réalité partielle, puis vendre le recul comme un acte de génie incomparable. C'est le chemin optimiste. Il exige quelque chose de difficile. Quelqu'un au sein du gouvernement américain ayant assez de crédibilité pour dire au président qu'un repli discret vaut mieux qu'un effondrement public et que le pétrolier chinois qui traverse déjà son blocus total lui envoie un message qu'il devrait lire avant que le monde le lise à sa place. Deuxième chemin, la spirale. L'Iran ne fait aucune concession. Le cessez-le-feu expire. Un navire battant pavillon chinois s'approche de la ligne du blocus et la marine américaine est forcée de prendre en temps réel une décision pour laquelle aucun briefing du Pentagone ne l'a pleinement préparée. La raisonner, c'est risquer une confrontation militaire directe avec la 2e marine du monde. Le laisser passer, et le blocus devient un communiqué de presse, pas une politique. Ou le couler, et cela devient un acte de guerre contre une puissance nucléaire de 3 milliards d'habitants et dotée de la plus grande base manufacturière du monde. Et c'est le danger d'un pouvoir gouverné par les slogans. Tôt ou tard, le slogan atteint les eaux libres et rencontre un vrai navire. L'Iran appelle simultanément les Houthis. La mer Rouge se ferme. L'Agence internationale de l'énergie, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tous les 3, ont déjà averti que les chaînes d'approvisionnement ne se rétabliraient pas rapidement, même si le détroit rouvrait demain. Si ces 2 voies maritimes se ferment, il ne s'agit plus d'un simple choc sur les matières premières. Cela devient le type de rupture systémique qui réécrit l'ordre économique mondial. Les prix des engrais explosent. Les chaînes d'approvisionnement alimentaire se fracturent à travers l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Et les conséquences politiques d'une insécurité alimentaire à cette échelle prennent des années, pas des mois, à se manifester et des décennies à se résorber. Je pense que nous sommes actuellement suspendus entre ces 2 chemins. Et je pensais que nous étions plus près du premier il y a 3 jours. Puis le blocus a été annoncé, puis un pétrolier chinois sanctionnait la traversée. Le schéma, c'est l'histoire. Chaque geste posé par les États-Unis dans ce conflit a suivi la même trajectoire. Une action destinée à créer du levier, un levier qui crée plutôt du coût, un coût absorbé par les consommateurs américains, les pilotes américains, la crédibilité américaine. La guerre a enrichi la Russie. Le cessez-le-feu a renforcé l'Iran. Les pourparlers d'Islamabad ont révélé exactement qui contrôle la politique étrangère américaine. Et le blocus est en train d'apprendre au monde que la puissance américaine a un plafond, et que ce plafond peut être trouvé par quiconque est prêt à se tenir dessous et à pousser. Le mouvement de Trump continue d'appeler ce plafond de la domination, jusqu'au moment précis où quelqu'un s'y appuie et que tout le décor se met à vaciller. Il existe une version de la puissance américaine que le monde respectait. Elle ne s'est pas construite sur des ultimatums livrés sur Fox News. Elle ne s'est pas construite sur des blocus navals de détroits internationaux que des pétroliers sanctionnés traversent dans les 24 heures suivant le début de l'application. Elle ne s'est pas construite sur un président publiant des images divines de lui-même pendant que ses cardinaux le condamnent et que ses pilotes se font abattre.
Elle s'est construite sur la crédibilité qui vient du fait de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on veut dire, de rassembler des coalitions plutôt que de les fragmenter, de négocier des accords qui tiennent plutôt que de déchirer des accords qui fonctionnent. Cette crédibilité, c'est ce qui est réellement sous blocus en ce moment, pas le détroit d'Ormuz, la parole de l'Amérique. Et la question finale demeure. Quand viendra l'heure des comptes, dans 6 mois, dans 1 an, et que les historiens se retourneront sur ces 46 jours, des premières frappes du 28 février à l'annonce du blocus, le 13 avril, quel pays diront-ils qu'il est sorti renforcé? Quelle alliance diront-ils qu'elle a été consolidée? Et quel empire diront-ils qu'il a commis le genre d'erreur qu'il faut une génération pour défaire? Il existe 3 issues possibles. La révolte contre les prix de l'essence à l'intérieur des États-Unis force un repli discret. Un navire chinois traverse le blocus sans être contesté et la ligne se dissout. Ou les pourparlers reprennent à Islamabad, un accord est conclu, et Trump déclare victoire sur un Iran qui, en réalité, ne s'est jamais rendu. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.